Septembre, votre jardin est encore éclatant de couleurs, mais l'appel du sécateur est irrésistible. On pourrait croire que c'est le moment idéal pour faire le ménage, alléger la ramure et préparer vos végétaux pour l'hiver. Mais attention, c'est précisément maintenant qu'un simple faux mouvement pourrait compromettre sérieusement vos récoltes et la magnificence de vos floraisons futures. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la taille d'automne, et plus particulièrement, nous allons parler de ces arbres et arbustes qu'il ne faut absolument pas toucher avec un sécateur en septembre. Et je vous garantis qu'à la fin, vous découvrirez la faute majeure que commet presque un jardinier sur deux, et ce n'est pas une simple histoire de mauvaise espèce. Alors, pourquoi septembre est-il un mois si traître pour la taille? Tout est une question de biologie. Les plantes, tout comme nous, se préparent pour l'hiver. Elles ralentissent tous leurs processus vitaux et entrent progressivement en dormance. Or, toute taille est un choc, un signal d'alarme. La plante interprète « Aïe, je suis blessé, il faut vite produire de nouvelles branches » et elle va dépenser ses dernières forces pour cette croissance illusoire. Le problème, ces jeunes pousses, tendres et non lignifiées, ne survivront tout simplement pas aux premières gelées. Au final, non seulement vous n'aiderez pas votre plante, mais vous l'affaiblirez considérablement. C'est un peu comme forcer un athlète à courir un nouveau marathon juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors, la première erreur, et la plus fréquente, que commettent les jardiniers concerne nos chers arbustes à floraison printanière. Retenez une règle simple, mais fondamentale. Tout ce qui fleurit généreusement au printemps et au tout début de l'été forme ses bourgeons floraux sur les rameaux de l'année précédente. Imaginez que l'arbuste, dès l'été et le début de l'automne, juste après sa floraison, a déjà commencé à se préparer pour la saison suivante. Il a pour ainsi dire fait ses valises. Dans chaque petit bourgeon, sur ses rameaux, se cache déjà un minuscule bouton floral endormi. Il n'attend que son heure pour s'épanouir avec les premiers rayons chauds du soleil. Et c'est là que vous arrivez, sécateur en main en septembre. Que se passe-t-il? Vous ne supprimez pas simplement une branche superflue. Vous coupez impitoyablement toute la future floraison, toute cette beauté pour laquelle nous plantons justement ces arbustes. Le moment idéal pour les tailler, c'est juste après la fin de leur floraison printanière. Ils auront alors toute une saison pour développer de nouveaux rameaux et y former tranquillement leurs bourgeons floraux pour l'année suivante. Et la première, la plus fréquente victime de cette irrépressible envie de tailler en automne, c'est le forsythia. Oui, cet arbuste qui est le premier à s'embraser d'un or éclatant, bien avant que les autres arbres n'aient même esquissé la moindre feuille. Un véritable messager du printemps. Imaginez la scène. Tout au long du mois de septembre, vous tournez autour de cet arbuste, remarquant ses branches un peu désordonnées, et vous vous dites « il faudrait vraiment lui donner une forme, le rendre plus net ». Vous saisissez votre sécateur et vous supprimez toute cette magnificence dorée qu'il vous préparait en secret depuis près de 6 mois. Chaque ramille qui vous semble superflue à cet instant précis est déjà parsemée des futures fleurs. En taillant le forsythia en septembre, vous vous garantissez littéralement de ne voir au printemps que de simples brindilles vertes et nues au lieu d'un luxuriant nuage d'or. C'est une erreur d'autant plus frustrante qu'elle ne se révèle qu'un semestre plus tard, lorsqu'il est déjà trop tard pour y remédier. Vous désirez admirer ce véritable feu d'artifice jaune? Alors, laissez simplement votre forsythia tranquille jusqu'à l'été prochain. Ce n'est qu'immédiatement après sa floraison que le moment est idéal pour le tailler. Et c'est autour de la fleur préférée de beaucoup, la reine incontestée du jardin de mai, le lilas. Qui pourrait résister à son parfum enivrant et à ses généreuses grappes lourdes de fleurs? Pourtant, c'est souvent avec lui que les jardiniers commettent une erreur fatale. Si vous rêvez de voir votre jardin noyé sous une vague de lilas en mai, alors posez immédiatement votre sécateur. En effet, toutes les futures fleurs sont déjà formées en bourgeons sur les branches de l'année précédente. Chaque branche que vous couperez maintenant, c'est une, voire plusieurs, de ces grappes parfumées en moins au printemps prochain. Vous vous privez tout simplement de ce plaisir. La taille du lilas, tout comme celle du forsythia, doit impérativement s'effectuer après la floraison. C'est alors que vous retirez les panicules fanées,
empêchant l'arbuste de gaspiller son énergie à la formation de graines, et que vous pouvez en profiter pour éclaircir sa ramure. Cette taille stimulera la croissance de nouvelles pousses, celles-là même qui porteront les futures fleurs l'année suivante. Pour l'heure, contentons-nous d'admirer sa silhouette et de nous réjouir d'avance de son parfum printanier. Cette règle s'applique également à la spirée à floraison printanière, en particulier à ces variétés populaires qui au printemps se transforment en véritables fontaines d'un blanc immaculé. Ces cascades de fleurs, qui évoquent l'écume neigeuse, n'apparaîtront que sur les branches que vous aurez laissées intactes cet automne. Chaque coup de sécateur donné maintenant, c'est un futur vide dans ce magnifique rideau floral. L'aspirée, à l'instar de ses cousines printanières, forme ses bourgeons sur le bois de l'année précédente. À l'heure actuelle, elle est déjà fin prête pour le spectacle du printemps prochain. En intervenant maintenant, vous ne feriez que vous priver vous-même de cette beauté. Alors, si vous aspirez à contempler ce miracle blanc dans votre jardin, armez-vous de patience. Toutes les tailles, qu'elles soient de formation ou de rajeunissement, devront attendre que le dernier pétale blanc ait touché le sol. Pour l'instant, le seul geste autorisé est de retirer une branche manifestement cassée ou malade, et rien de plus. Le Weigélia, autre star incontournable de nos jardins, tombe lui aussi dans cette liste noire des tailles automnales. Ces clochettes éclatantes, aux nuances infinies allant du rose tendre au pourpre intense, se forment selon le même principe sur le bois de l'année précédente. Une taille en septembre, même si vous pensez juste corriger sa silhouette, vous privera en réalité de toute floraison la saison prochaine. Le Weigélia, et particulièrement ses variétés hybrides, est un arbuste qui fleurit très généreusement, mais toute cette splendeur est déjà programmée dans ses rameaux. Intervenir à l'automne, c'est comme effacer une partie de ce programme. La plante va dépenser son énergie à cicatriser ses plaies et tentera peut-être même de produire de nouvelles pousses qui, de toute façon, n'auront pas le temps de mûrir avant les premières gelées. Au final, vous vous retrouverez avec un arbuste affaibli et une absence totale de ces magnifiques trompettes colorées qui embellissent tant le jardin au début de l'été. La règle est donc la même pour le Weigélia, la taille s'effectue impérativement juste après la floraison. Notre quintet de beauté printanière est complété par le Deutzia, avec ses fleurs délicates, souvent doubles, qui évoquent une pluie d'étoiles. Cet arbuste gracieux obéit à la même règle d'or. Ne le taillez surtout pas en automne si vous espérez le voir fleurir généreusement la saison suivante. Comme toutes les autres reines de la floraison printanière que nous avons mentionnées, le Deutzia forme ses boutons floraux bien à l'avance sur les pousses développées au cours de l'année. À l'heure actuelle, elle a d'ores et déjà terminé tous ses préparatifs pour son grand bal printanier. Toute tentative d'améliorer son allure à coups de sécateur n'aura qu'une seule et triste conséquence. L'année prochaine, vous n'aurez que son feuillage à contempler. Et c'est d'autant plus frustrant que sa floraison, bien que brève, est d'un effet visuel absolument saisissant. Alors, pour ne pas vous priver de ce magnifique spectacle, contentez-vous de passer votre chemin sécateur en main. Le moment de la tailler n'arrivera qu'une fois sa floraison complètement achevée. Attardons-nous à présent sur des beautés un peu plus capricieuses et exigeantes, celles qui ne pardonnent pas la moindre erreur, les rhododendrons et les azalées. Pour ces plantes, la taille automnale n'est pas seulement une garantie de se priver de fleurs l'année suivante. C'est surtout une grave menace pour leur santé, et elle peut même compromettre la survie de tout l'arbuste. En effet, les rhododendrons cicatrisent très lentement leurs plaies. Toute coupe effectuée en automne représente une porte ouverte aux infections, notamment fongiques, qui prolifèrent particulièrement bien dans l'environnement humide de cette saison. Pendant que la plante tentera de guérir ses blessures, elle puisera dans de précieuses réserves d'énergie, indispensables à une bonne hivernation. De plus, leurs bourgeons floraux sont généralement gros, bien visibles, et se forment à l'extrémité même des rameaux. Les couper à l'automne reviendrait à renoncer sciemment à leur somptueuse floraison printanière. La taille des rhododendrons,
ne s'effectue qu'en cas d'extrême nécessité. Par exemple pour supprimer les branches mortes, malades ou endommagées. Et même dans ce cas, il faut attendre le printemps avant la montée de sève pour intervenir. Passons à la reine du jardin, celle qui ne pardonne aucune erreur de taille. Je parle de l'Hortensia macrophylla. Attention, je parle bien de l'Hortensia macrophylla, également connue sous le nom d'Hortensia de jardin. Ce sont ces variétés aux énormes et somptueuses boules de fleurs bleues, roses ou violettes. Sa principale particularité, et en même temps la complexité de son entretien, réside dans le fait qu'elle fleurit sur les pousses de l'année précédente. Toutes ces magnifiques inflorescences se forment dans les bourgeons dès l'automne. Si vous prenez votre sécateur et que vous taillez ces pousses maintenant, vous êtes assuré de ne pas voir de fleurs l'année prochaine. Vous allez tout simplement couper toutes les futures fleurs. Au mieux, vous aurez un magnifique buisson vert. Alors, retenez bien, on ne touche pas à l'Hortensia macrophylla à l'automne. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de retirer les fleurs fanées pour éviter qu'elles ne cassent les branches sous le poids de la neige. Et c'est tout. Pas de taille de raccourcissement ou de formation. C'est un cas où la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout. Penchons-nous maintenant sur le verger, car la taille automnale peut, elle aussi, y causer bien des soucis. Cela concerne en premier lieu les arbres fruitiers à noyaux. Pensons notamment aux cerisiers. En septembre, leurs processus de croissance ne sont pas encore totalement achevés, et la circulation de la sève, bien que ralentie, n'est pas complètement à l'arrêt. Toutes les coupes effectuées durant cette période cicatrisent très mal et très lentement. La surface de la plaie de taille devient collante, humide, et se transforme en un milieu idéal pour le développement de maladies fongiques comme la moniliose ou la criblure. L'arbre, déjà affaibli par la fructification, n'a tout simplement pas les forces nécessaires pour résister efficacement à l'infection. Au lieu d'aider l'arbre, vous ouvrez en fait la porte à des maladies qui risquent de lui causer de graves dommages, voire de le faire périr durant l'hiver. Il est donc préférable de reporter toute taille des cerisiers au début du printemps avant le démarrage de la sève. On dirait les pruniers et les pruniers cerises, à liche, sont également dans cette catégorie à risque. Ces arbres sont sujets à un phénomène désagréable appelé gomose. Il s'agit d'une réaction défensive de l'arbre à toute lésion, y compris une coupe de taille. De la plaie, une substance épaisse et collante, semblable à de la résine appelée gomme, commence à suinter. Or, la taille d'automne, surtout lorsqu'elle est pratiquée par temps humide et frais, déclenche ce processus plus que toute autre chose. L'arbre, au lieu d'accumuler des nutriments essentiels et de se préparer à l'hiver, gaspille son énergie vitale à cicatriser ses plaies. Avec la gomme, il perd des glucides, des protéines et d'autres éléments nutritifs cruciaux. Une gommose intense et prolongée peut considérablement affaiblir l'arbre, réduisant ainsi sa résistance au gel et compromettant sa future production de fruits. Par conséquent, pour éviter que vos pruniers ou pruniers cerises ne pleurent et ne s'affaiblissent avant l'hiver, rangez votre sécateur jusqu'au printemps prochain. Les abricotiers et les pêchers sont, dans la plupart des régions, des plantes de plutôt délicates et frileuses, typiques des climats du sud. Leur bonne survie hivernale dépend directement de leur vigueur et de leur état de santé lorsqu'ils abordent la saison froide. Le moindre affaiblissement peut leur être fatal. Une taille réalisée au mauvais moment est l'un des principaux facteurs de stress. Comme les autres fruitiers à noyaux, ils cicatrisent mal les plaies effectuées en automne et sont particulièrement sujets à la gommose. Mais pour eux, c'est encore plus critique. Un arbre affaibli devient une proie facile pour le gel. Même une petite blessure de l'écorce peut entraîner le dépérissement de branches entières, voire la perte totale de l'arbre. Retenez donc bien ceci. Aucune taille ne doit être effectuée sur les abricotiers et les pêchers en automne. Toutes les tailles nécessaires, qu'elles soient de formation ou sanitaires, se pratiquent exclusivement au printemps. C'est à ce moment-là que la menace des fortes gelées est passée et que l'arbre regorge de sève et de vigueur pour cicatriser rapidement. Passons maintenant aux conifères. On pourrait penser qu'étant robustes et résistants,
une taille automnale ne leur ferait aucun mal, n'est-ce pas? Pourtant, les conifères, c'est une toute autre histoire, avec leurs règles bien spécifiques. Leur principale particularité, à retenir impérativement, ils ne régénèrent pas de nouvelles verdures sur les parties anciennes et lignifiées de leurs branches. Contrairement aux arbres feuillus, ils n'ont pas de bourgeons dormants sur le tronc ou les vieilles branches. Cela signifie que si vous coupez une branche trop court, jusqu'au bois nu, aucune nouvelle aiguille ne repoussera jamais à cet endroit. Vous vous retrouveriez alors avec une zone dégarnie inesthétique dans leur couronne qu'il faudrait soit masquer, soit patienter de longues années avant que les branches voisines ne la comblent. Par conséquent, toute taille sévère et radicale des conifères en automne, lorsque la plante se prépare à son repos végétatif, est formellement proscrite. Il faut être particulièrement prudent avec les pins et les épicéas. Ces arbres ont une croissance très lente, et la moindre erreur de taille restera visible pendant des décennies. Ils possèdent ce qu'on appelle des verticilles, plusieurs branches qui partent du même point sur le tronc, formant ainsi un étage. Si vous coupez une telle branche entièrement au collet, un trou se formera à cet endroit et ne se refermera jamais. De plus, une taille réalisée en automne peut provoquer un important écoulement de résine. L'arbre devra alors dépenser de précieuses ressources pour cicatriser la plaie, au lieu de se préparer aux gelées hivernales. En automne, la seule intervention tolérée sur ces conifères est le retrait délicat d'une branche sèche ou cassée. Quant au pincement des jeunes pousses, appelées chandelles, il est effectué à la fin du printemps ou au début de l'été afin de former une couronne plus dense. Les thuyas et les genévriers sont sans doute les arbustes les plus souvent sculptés dans nos jardins. Mais la taille automnale a, elle aussi, ses spécificités. En septembre, on se limite à une taille très légère, purement esthétique. Il s'agit surtout de supprimer quelques branches sèches à l'intérieur de la ramure, ou de rafraîchir légèrement les pousses qui s'échappent de la forme générale. Toutefois, une taille de formation plus importante, qui supprime plus d'un tiers de la masse verte, doit impérativement attendre le printemps ou le début de l'été. Pourquoi? D'abord, les coupes automnales sur les thuyas risquent de brunir, ce qui gâcherait l'aspect de votre haie ou de votre forme sculptée. Ensuite, une taille sévère est une source de stress importante pour la plante. L'arbuste va concentrer son énergie à cicatriser, s'affaiblir et pourrait mal supporter l'hiver, surtout s'il est rigoureux et peu enneigé. Par conséquent, si vous envisagez de modifier radicalement la forme de votre thuya ou de votre genévrier, il est préférable de reporter ce projet au printemps. N'oublions pas la végétalisation verticale avec ses magnifiques de plantes grimpantes. Et ici, la star qui demande une approche particulière, c'est la clématite. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Nous parlons spécifiquement des clématites du groupe 1 de taille. Ce sont ces variétés qui fleurissent abondamment au printemps et au tout début de l'été sur le bois de l'année précédente. Parmi elles, on compte par exemple les clématites alpina et montana. Leur floraison est une véritable explosion de couleurs, une avalanche de fleurs qui recouvre entièrement la liane. Toute cette splendeur se prépare et se forme dès à présent. Si, à l'automne, vous coupez ces pousses en pensant simplement faire de l'ordre, vous ne verrez au printemps que des tiges nues. Vous vous priverez tout simplement de la première et la plus spectaculaire floraison. Les clématites de ce groupe sont soit non taillées, on se contente d'une légère taille d'entretien, soit formées juste après leur floraison. En automne, le seul geste permis est de les décrocher délicatement de leur support et de les mettre à l'abri. Mais le sécateur est absolument proscrit. Même pour la vigne, qu'on considère comme un classique de la taille automnale, il est encore trop tôt en septembre pour s'en occuper. Oui, il faudra la tailler cet automne, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois de septembre, et même une partie d'octobre, des processus essentiels se déroulent dans la vigne. Les réserves nutritives, accumulées dans les feuilles durant l'été, doivent entièrement migrer vers le bois pérenne et les racines. Ce processus s'appelle l'outement de la vigne. C'est lui qui garantit une bonne rusticité du cep pour l'hiver. Si vous vous précipitez
et tailler la vigne alors qu'elle a encore ses feuilles vertes, vous priveriez la plante d'une part significative de ses réserves. Le cep entrerait alors en hiver affaibli et risquerait de geler purement et simplement. Le moment idéal pour la taille de la vigne est après les premières gelées significatives, lorsque toutes les feuilles sont tombées. C'est un signal clair que la plante s'est entièrement préparée à son repos végétatif. Et les roses, me direz-vous? On a tellement écrit sur leur taille d'automne. Pourtant, il y a là aussi une nuance essentielle que beaucoup négligent. Oui, on taille les rosiers en automne, mais cette taille est bien distincte de celle du printemps. À l'automne, on se limite à un léger nettoyage sanitaire. Qu'est-ce que cela signifie? On retire toutes les feuilles restantes susceptibles de devenir des foyers de maladies fongiques. On coupe les fleurs fanées et les jeunes pousses, fines et rougeâtres, qui ne sont pas encore lignifiées. Elles ne survivront de toute façon pas à l'hiver, et ne feraient que puiser inutilement l'énergie du rosier. Mais surtout pas de taille courte et radicale. Si vous coupez court les rosiers en septembre, ils interpréteront cela comme un signal de reprise de croissance. Ils commenceront à émettre de nouvelles jeunes pousses qui périront aussitôt aux premières gelées. Toute la taille de formation principale des rosiers doit être effectuée uniquement au printemps, après avoir retiré leur protection hivernale et constaté l'état des pousses. Pour de nombreuses graminées ornementales, telles que les miscanthus, les calamagrostis ou les mollinis, il est préférable de les laisser en place jusqu'au printemps. En automne et en hiver, leurs panicules et feuillages secs créent une magnifique structure graphique au jardin, particulièrement spectaculaire sous une couche de givre ou de neige. Elles apportent volume et vie au paysage à une période où la plupart des autres plantes semblent ternes et tristes. Mais il n'y a pas que l'esthétique. Leurs touffes denses servent également d'abri naturel pour les insectes utiles qui y trouvent refuge pour l'hiver. De plus, leur propre feuillage protège le système racinaire des graminées du gel. Si vous les coupez à ras en automne, vous exposez alors le rhizome, qui risque de souffrir gravement lors d'un hiver sans neige et très froid. C'est pourquoi il est préférable de ne tailler les graminées qu'au début du printemps, avant que les nouvelles pousses ne commencent à apparaître. Il en va de même pour les grands sédums, souvent appelés hors-pins d'automne. En automne, ils sont particulièrement décoratifs. Leurs larges ombelles, qui étaient vertes ou rosées en été, se parent dès septembre de teintes riches et profondes, allant du rouge lit de vin au brun foncé. Ils conservent superbement leur forme et sont magnifiques dans le jardin d'automne, puis d'hiver, surtout lorsqu'ils sont poudrés de neige. Ces masses sombres, se détachant sur le blanc immaculé de la neige, créent un contraste saisissant dans le jardin. Outre leur fonction décorative, ils servent également de repère pour localiser les plantes et éviter de les endommager accidentellement lors des travaux hivernaux. De plus, leurs tiges creuses peuvent abriter des insectes auxiliaires pendant l'hiver. Ne vous pressez donc pas de les couper. Mieux vaut reporter cette tâche au début du printemps, lorsque vous nettoierez vos massifs. Abordons maintenant un autre point crucial, qui ne concerne plus les arbustes, mais spécifiquement les grands arbres. Il s'agit des espèces connues pour leur forte montée de sève au printemps. Les représentants les plus connus sont les érables et les bouleaux. Il est de notoriété publique qu'il ne faut surtout pas les tailler au printemps, sous peine de les voir littéralement pleurer, perdant ainsi une quantité importante de sève. C'est pourquoi beaucoup considèrent que l'automne est le moment idéal pour leur taille. C'est en partie vrai, mais avec une nuance. La taille automnale est effectivement moins risquée pour eux que celle du printemps. Cependant, septembre n'est pas encore la période optimale. L'arbre n'est pas encore en état de dormance complète, et les plaies cicatriseront plus lentement qu'en hiver, par exemple. Par conséquent, sauf nécessité absolue, par exemple pour retirer une branche dangereuse ou surplombante, il est préférable de repousser la taille des érables et des bouleaux à une date ultérieure. La période idéale se situe plutôt vers la fin de l'automne ou le début de l'hiver, une fois que tout le feuillage est tombé et que les températures négatives sont bien établies. Mais voici le point crucial. Nous avons dressé une liste d'une vingtaine de végétaux, mais le grand secret, et surtout
l'erreur fondamentale de la taille d'automne ne réside pas tant dans ce que vous coupez, mais plutôt dans pourquoi vous le faites. En automne, l'objectif unique du jardinier doit être la taille sanitaire. Supprimer ce qui est malade, cassé ou sec. Point. Toute autre taille, de formation, de rajeunissement ou d'éclaircissement, stimule la croissance. Or, stimuler la croissance juste avant l'hiver, c'est comme envoyer une plante au combat sans armure. C'est là que tout bascule. Le problème n'est pas dans le sécateur, mais dans la tête. Dès que vous changez votre objectif de « rendre beau maintenant » à aider la plante à passer l'hiver, tout prend son sens. Vous commencez à travailler en tandem avec la nature, et non contre elle. En résumé, éloignons notre sécateur en septembre des arbustes à floraison printanière, des arbres fruitiers à noyaux, de la plupart des conifères et des rosiers. Notre unique mission est d'aider le jardin à s'endormir sainement, en ne retirant que ce qui gêne vraiment. Pas de taille pour la beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle aidera votre jardin à passer l'hiver et à accueillir le printemps dans toute sa splendeur. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines astuces. Et maintenant, une question pour vous. Avouez, quelle plante avez-vous taillée par erreur en automne et quelles en ont été les conséquences? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons de nos erreurs ensemble.